Merci d'accueillir Jérôme Momcilovic. Jérôme est critique, enseignant, auteur de multiples ouvrages sur le cinéma. On tenait beaucoup à ce qu'il soit dans ce cycle, y compris en dialogue indirect avec Mathieu Macheret, qui avait fait le montage parallèle. Et Jérôme va vous parler ce soir du montage alterné, et je l'en remercie chaleureusement. Eh ben, bon, merci à tous d'être là. Je suis ravi surtout que vous veniez tous voir Point Break, qui est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Tout le monde l'a déjà vu ou il y a plein de gens qui vont le découvrir? Ah, c'est un film, je vais vous dire 2 secondes sans vous raconter ma vie, mais il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est que c'est un film que j'ai beaucoup aimé adolescent, je l'ai découvert à sa sortie. C'est un film qui a la réputation d'une petite série B, voilà, ce qu'il est par ailleurs. C'est un film qui brille par son scénario, les acteurs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, pas énorme, mais c'est un film qui, vous voyez, dans mon temps j'ai cru que c'était un plaisir coupable, on se dit ça des fois, un film d'enfant, ça, c'est un plaisir un peu honteux. Et je suis convaincu qu'il n'y en a pas de plaisir coupable, enfin en tout cas qu'il faut les interroger. Si on a aimé très fort un film à n'importe quel âge, il faut chercher les raisons pour lesquelles on a aimé et qui font que c'est sûrement un bon film. Et Point Break, je l'ai découvert des années après, et je l'ai revu souvent. Et à chaque fois je suis frappé par je ne dis pas trop, mais une espèce de pureté dans le film. C'est vraiment, pour le dire bêtement, c'est vraiment un film de pur cinéma. Et de fait, une fois, c'est pas son scénario qui le distingue. Mais voilà, et c'est un film, pour relier ça avec notre thème, et vous expliquer pourquoi je l'ai choisi, c'est un très beau film alors vraiment sur un archétype éternel, flic et voyou. Flic et voyou qui s'opposent, mais qui en même temps se ressemblent, vieux thème. Et c'est quelque chose qui se prête idéalement à la figure du montage alterné, dont le film fait un très bel usage dès son ouverture. On finira d'ailleurs la partie courte par une rapide analyse de cette ouverture, que vous verrez donc 2 fois de suite, mais j'espère la 2e fois avec des yeux un peu plus disons une notion un peu plus claire de ce qui se passe. Et puis on va commencer d'ailleurs par une scène de poursuite, mais très ancienne. Alors, un mot quand même sur le plan théorique, on va dire. J'ai pas pu assister à la conférence de Mathieu, donc je ne doute pas qu'elle était formidable, mais je dois vous confesser un truc un peu honteux, enfin un truc dont j'ai eu brièvement honte, c'est que jusqu'à ce que Stéphane me propose ce cours, j'avais jamais vraiment pris la peine de faire la distinction entre le montage parallèle et le montage alterné. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là pour la séance sur le montage parallèle. Oui, j'ai failli me planter encore. Donc j'ai d'abord eu vraiment honte de moi parce que, en faisant une très rapide recherche, je me suis rendu compte que c'était extrêmement simple. La différence, a priori donc, c'est que le montage parallèle fait s'entrecroiser des scènes qui n'ont pas lieu simultanément. Exemple canonique, le Parrain 2. Si vous avez vu le Parrain 2, le Parrain 2 entremêle 2 époques, celle du père, celle du fils, donc le jeune Vito Corleone et le jeune Michael. Et Michael. Le montage alterné, lui, est censé mettre en relation des actions simultanées. Donc typiquement, c'est pour ça que je disais que la course-poursuite est le motif par excellence du montage alterné. On en filme un, on filme celui qui poursuit, on filme celui qui est poursuivi, on alterne. Et voilà. D'ailleurs, j'ai plusieurs extraits, là j'en ai prévu sur un peu beaucoup, mais il y en a pas mal qui tournent autour de cet enjeu-là, disons. Donc, je me suis d'abord rendu compte que c'était très simple, et puis après j'ai commencé à lire un peu plus, et là c'est redevenu compliqué. C'est redevenu compliqué, et je vais vous épargner toute la théorie, parce que je vous avoue que ça m'a épuisé moi-même, et j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose, parce que c'est beaucoup de querelles byzantines depuis 50 ans ou plus de théorie, enfin même plus, bien plus, de théorie du cinéma, et il y a encore des articles aujourd'hui pour préciser que quand Bazin parle du montage interdit, en fait il se plante, il dit alterné au lieu de parallèle. Bref, au bout d'un moment, c'est un peu épuisant, donc on va faire très simple, on va aller directement vers des extraits. Et en partant quand même de cette relative complication de la simplicité des départ, qui est que on considère en général que le montage parallèle a une fonction et des vertus principalement expressives, c'est-à-dire explicitement, on compare. Donc on joue sur un jeu d'écho, en gros on produit de la pensée, on produit de la comparaison, de la distinction, etc. Le montage alterné, lui, dans son principe, est censé être surtout narratif. C'est-à-dire, on montre 2 actions simultanées, qui généralement sont liées, mais d'abord dans le but de raconter quelque chose. Là où ça se complique un peu, mais là où ça devient très intéressant aussi, c'est que le montage alterné, en vérité, il fait la même chose que le montage parallèle, souvent. C'est-à-dire, il produit de la pensée. Il compare, il distingue, il rapproche. Vous allez voir la plupart des extraits que j'ai choisis, j'ai choisi cette série d'extraits à peu près chronologiques, oui, d'ailleurs. Ils vont tous tourner, en fait, à chaque fois, on va voir on va dire une variation différente sur un même enjeu, qui est toujours celui de
en gros le couple de l'écart ou du rapprochement, ou le couple de l'identité et de la différence. Ça revient à peu près au même, mais c'est un peu toujours ce qui est en jeu là-dedans. Alors, le premier montage alterné, alors là je suis bien en peine de tout ce que j'ai lu, de faire le tri et de savoir vraiment à quoi me fier. Il y a quand même quelque chose qui me semble assez net, du coup c'est l'extrait que j'ai choisi en premier. On a longtemps dit que c'était les fils qui avaient inventé le montage alterné. Les fils admiraient beaucoup un film qui est venu très tôt dans l'histoire du cinéma américain, qui s'appelle The Great Train Robbery, le vol du Grand Rapide, qui est le premier western, parce que la première fiction américaine peut-être, de cinéma. Et on trouve dans ce film-là un rudiment de montage alterné, précisément pour filmer une poursuite. Donc ce film très court, je ne vais pas vous le montrer en entier, je vais vous montrer juste un segment, mais bon, c'est vraiment l'essence du western, enfin du western qui se développera ensuite. Comme le titre l'indique, des bandits de grand chemin braquent un train, partent avec le butin, et vous allez voir, dans le segment que je vais vous montrer, Porter, donc Edwin Porter, le réalisateur, va entrecroiser très rapidement, c'est très bref, hein, c'est vraiment un rudiment de montage alterné, mais 3 actions simultanées, en l'occurrence les bandits qui partent avec le butin, le contrôleur de train qui avait été assommé par eux au départ, qui a les heures forfaits, qui se réveille, et puis les rangers, les cow-boys, les héros, qui sont prévenus du larcin, et du vol, et qui se mettent en chasse, donc une poursuite des voleurs. Alors, le film date de 1903. Il est évidemment muet. Voilà nos bandits. Et voilà les Rangers qui s'amusent, ignorant pour l'instant qu'un crime a été commis.
c'est ce plan conclusif très célèbre qui a secoué les spectateurs plus que le montage alterné. Ils ne savez pas trop ce que ça voulait dire. Vous constatez aussi que c'est pas encore complètement trépidant, comme le montage alterné de western. Néanmoins, on a vraiment disons, la dimension élémentaire du principe, c'est-à-dire qu'on a deux espaces disjoints qui sont amenés, alors dans ce cas précis, qui sont amenés à se rejoindre. En gros, le montage alterné vise ça, dans une temporalité, encore une fois, qui est la même. Alors, si on part du principe, puisqu'on est vraiment dans des choses élémentaires, que le cinéma, c'est du temps et de l'espace, le montage alterné joue avec ça, précisément, en jouant sur l'écart, ou la proximité entre deux espaces, et puis surtout, c'est un écart variable, précisément dans le cas d'une poursuite. Et le temps, il est le même pour les deux parties du montage, mais en même temps, on ne cesse de jouer, dans ce cas précis, la poursuite au montage alterné, on ne cesse de jouer avec des effets de vitesse, de ralentissement, donc la question du temps est fondamentale. Dans Point Break, alors je ne vais pas vous montrer la scène, vous allez la découvrir tout à l'heure, mais il y a une poursuite absolument virtuose entre un policier et un bandit. La différence avec ce qui se passe ici, c'est que, vous voyez, ici le schéma est très simple. À la fin, l'espace des Rangers a rattrapé celui des bandits. Les Rangers tuent les bandits. La mort les sauve, le film est fini. Point Break, puisque c'est un film qui travaille, un vieux thème quand même, mais pas encore l'époque du film de Porter, puisque le film travaille cette idée d'un flou entre la différence et l'identité, entre le flic et le voyou, enfin entre la différence et la gémellité, quoi. Ils sont un peu jumeaux quelque part, vous verrez. Cette scène de poursuite qui intervient à mi-film, et sans trop vous dévoiler l'histoire, elle est non seulement virtuose, c'est un montage très très serré, ça va très vite, et en fait, ce que fait la scène, ce que fait Catherine Bigelow, donc la grande cinéaste qui a réalisé ce film, c'est que c'est vraiment un maillage très très serré, comme ça, très rapide. Alors évidemment, l'espace est quasiment le même, parce qu'il se poursuit de très très près. Le personnage de Keanu Reeves, le flic, est vraiment à 2 doigts de l'attraper. Et ce qui est très beau, c'est que plus la scène, enfin plus la construction de la scène se poursuit, plus on a l'impression que vraiment cet espace est infinitésimal. Pourquoi ? Parce que précisément il se ressemble. Et en fait, d'un plan à l'autre, à chaque fois qu'on repasse de l'autre côté, on a l'impression que c'est le même qui refait la même chose à chaque fois, puisqu'il passe à travers les mêmes obstacles. Vous allez voir, il y a beaucoup d'obstacles. Là, ils rentrent dans des maisons, dans des intérieurs, ils ressortent, ils se prennent des chiens sur la figure. C'est plus trépidant que le film de Porter. Et ce qui est très beau, c'est que à la fin, il se passe finalement exactement l'inverse. C'est parce qu'ils se ressemblent beaucoup que le montage alterné nous montre qu'ils sont presque au même endroit. Et en fait, à la fin, vous verrez pourquoi. Ça se creuse complètement. Mais ça se creuse pour la même raison. C'est parce qu'ils se ressemblent que la poursuite ne peut pas continuer. Bref, vous y réfléchirez un peu plus tout à l'heure devant la scène. Alors, on parle d'espace, de temps et de poursuite. On peut difficilement ne pas parler de Buster Keaton, qui est le maître de ces 3 domaines, qui n'en font qu'un, qui s'appelle le cinéma. J'étais tenté de vous passer, mais en même temps, elle n'était pas passionnante sur la question du montage alterné, même s'il y en a un peu. Une poursuite qui est extraordinaire, qui clôt un film qui s'appelle Seven Chances, Les fiancés en folie, que je vous invite à découvrir. C'est une poursuite qui dure à peu près 15 minutes. Et alors là, pour le coup, il y a un peu de montage alterné quand même, mais en gros, il y a 3 espaces, disons, 3 blocs. Donc au milieu, Buster Keaton, qui doit... Alors, il y a toujours un problème d'espace ou de temps. C'est la loi de son burlesque. Éric Romer avait un mot très très beau à ce sujet, en disant que la vision du monde de Keaton relève d'une activité géométrique. C'est vraiment ça. Et donc à la fin, il doit courir extrêmement vite pendant 15 minutes. Pourquoi ? Parce que dans son dos, je n'ai pas le temps de vous raconter les détails du scénario, il est poursuivi par des centaines et des centaines de prétendantes. Et il doit aussi se dépêcher parce qu'au devant de lui, il y a un événement auquel il faut qu'il arrive à temps, c'est-à-dire qu'il doit se marier. Bon, je vous raconte 2 mots, sinon vous n'allez rien comprendre l'histoire, mais en gros, au début, ce personnage, on nous présente clairement que c'est un personnage qui a un problème avec le temps. Il évolue pas dans le temps, il change pas. En l'occurrence, il y a un tableau de 4 saisons comme ça, et à chaque saison, on nous montre la même situation. Il est aux côtés de la fille qu'il aime secrètement, il veut lui dévoiler son humour, et il en est incapable. Et les saisons passent. Et là, le gag extraordinaire qui nous permet de prendre la mesure de son malaise qui grandit, de tout ça, c'est qu'il y a un chien. La première saison, c'est le printemps, c'est un chiot. Il est minuscule. Et puis on arrive à l'été, il a grandi. Et puis, 3e saison, 4e saison, à la fin, le chien est énorme. Et finalement, tout a changé. La saison a changé, le chien est devenu énorme. La seule chose qui n'a pas changé, c'est le personnage de Buster Keaton, qui est toujours aussi timide et qui n'arrive pas à... Bon. Finalement,
il apprend qu'il va bénéficier d'un héritage complètement délirant, il va devenir très très riche parce qu'un grand-oncle est mort, mais dans le testament est précisé qu'il faut qu'il soit marié. Il reste 7 jours pour récupérer l'argent, il faut qu'il soit marié. Un ami à lui dit, bon c'est bien malheureux pour Marie, tu l'aimes, et tant pis, mais au moins sois pas pauvre, quoi. Marie-toi, prends cet argent, puis peut-être tu retrouveras Marie après. Bon. Et croyons bien faire, l'ami en question passe une petite annonce dans le journal expliquant qu'un jeune homme extrêmement riche cherche une épouse. Et c'est à cause des centaines, presque des milliers, à un moment c'est plus tellement elles sont nombreuses, des centaines de prétendantes. Mais entre-temps, l'ami va aussi... Alors pardon, j'ai oublié un truc élémentaire, c'est qu'il commence par se décider à déclarer sa flamme à l'aimé, mais en s'y prenant de la pire manière qui soit, c'est-à-dire lui dit, écoute, si tu m'épouses, je vais gagner plein d'argent, est-ce que tu vas pas m'épouser? Elle n'est pas très flattée, elle le rembarre, mais entre-temps, l'ami en question lui explique à elle, découvre qu'elle est amoureuse aussi, que tout ça est un gros malentendu, et donc elle est prête à se marier, et idéalement à se marier avant la fin du compte à rebours. Voilà. Donc à la fin, il est poursuivi par ses prétendantes, il doit arriver à temps vers sa promise pour... voilà. Et donc ça donne une poursuite complètement délirante. Je vais vous montrer une scène beaucoup plus courte, mais pas moins belle. Il vient d'un autre film réalisé et joué par Buster Keaton, qui s'appelle Le Caméraman, qui est un film assez hilarant. Et vous allez voir, quand je dis c'est un personnage qui a vraiment un problème à la fois de temps et d'espace. Il va soit trop vite pour l'espace, soit... Enfin bref, vous verrez. C'est encore une histoire amoureuse, puisque finalement chez Keaton, il s'agit toujours d'essayer de résoudre un écart. C'est pour ça qu'il court. Il court toujours pour essayer de résorber l'écart entre lui et la femme qu'il aime, entre lui et parfois la bonne image qu'il voudrait donner à son père, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, c'est tout simple. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire du film. Il attend un coup de fil de la fille qu'il aime, qui lui a promis qu'elle l'appellerait. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, donc il attend dans son espèce de logis, on appelle ça, et dès que le téléphone sonne, évidemment, il est au 400 coups, il pense que c'est elle, et vous allez voir, il va louper le coche 2 fois. Le téléphone sonne au rez-de-chaussée. Il se hâte. Obnubilé par le coup de fil qu'il attend, il est monté trop haut. C'est toujours très confusant, aussi bien les distances que les durées pour lui. Et voilà le début du montage alterné. Extraordinaire. Buster Keaton accomplit l'impossible. En gros, il bat l'espace par le temps. Et il arrive, enfin bon, je ne vais pas vous décrire ce que vous venez de voir,
le gars parle de lui-même. Donc vous voyez évidemment ici le principe du montage alterné. En gros, c'est une sorte de pied de nez au montage alterné. C'est que le montage alterné est là pour pallier au fait qu'ils ne sont pas dans le même espace et qu'il y a de la distance. Le personnage, lui, n'en a que faire. Il va courir tellement vite qu'il n'y a plus de montage alterné à la fin. En gros, c'est ça. C'est vraiment une sorte de course contre le montage alterné. On va continuer chronologiquement comme ça, mais venir en France et s'intéresser à un cinéaste et à un film, surtout, enfin peut-être deux d'ailleurs si on a le temps, un très grand cinéaste français qui s'appelait Jean Epstein, qui a été aussi un très grand théoricien du cinéma. Et là, vous allez voir, c'est un cas plutôt où le montage alterné creuse l'écart, c'est-à-dire vraiment est là pour figurer un gouffre entre les deux espaces. Ce film, ça s'appelle Finisterae. C'est un film discrètement révolutionnaire, c'est un film sublime. Epstein, en 2 mots, a commencé sa carrière dans les années 20 dans ce qu'on appelait alors le cinéma d'art. Il a fait des films, des films magnifiques, des adaptations d'Edgar Poe, des trucs, plein d'effets assez complexes, cette espèce de souci à l'époque de faire du cinéma une sorte d'art total, visuel, comme ça. Et puis, je ne sais pas s'il s'en est lassé, mais enfin, il a eu envie d'inventer quelque chose de nouveau, et il a fait un truc très en avance de ce qu'allait faire Rossellini en Italie, de ce que ferait une partie de la Nouvelle Vague. En fait, il va élire domicile provisoirement sur une île assez rude, qui est l'île d'Ouessant, en Bretagne, qui est vraiment une île complètement isolée, et l'histoire de cette île, c'est vraiment cet isolement absolu, quoi. C'est-à-dire, c'est une sorte de territoire parallèle, il y a toujours eu très peu de communication entre les terres, la terre, comme on disait, et cette île, enfin, c'est vraiment un bout de monde perdu, quoi. Et il va là-bas, et en fait, il va tourner une série de films, celui-là est le premier, peut-être le plus beau, avec des joues du cru, qui sont évidemment pas du tout des acteurs professionnels. Et donc, en les faisant jouer eux, avec cette espèce de rugosité du documentaire, enfin pardon, je le dis un peu mal, mais qui évidemment qui sera au cœur du néoréalisme et de toute la modernité qui va s'inventer à partir de là, mais qui s'inventait déjà un peu à Ouessant. Et surtout, au-delà de faire jouer les locaux, il va puiser dans les légendes locales. Je sais que sur une île comme Ouessant, en Bretagne en général, il y a beaucoup de légendes. Et ce film, Finisterae, raconte une histoire très simple, très bretonne. Des hommes sont partis en mer. En l'occurrence, ce sont des goémoniers. Ils ont pêché du goémon, des algues. Et ils vont sur une des îles, tout ça est parfaitement juste d'un point de vue documentaire, ils vont sur une île un peu au large de cette île, Ouessant qui est déjà au large. Et ils partent pour une semaine, ils partent pour une semaine ou deux, ils rentrent avec leur cargaison d'algues. Et il y a un drame donc ils sont 3 hommes, et pour résumer, il y en a un qui se blesse, et la blessure s'infecte. Et le temps est mauvais, parce que c'est le propre des alentours de Ouessant aussi, le temps est très mauvais. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? En alternance, et là, il y a les femmes qui les attendent, et qui commencent à s'inquiéter, et puis qui vont comprendre qu'il y a un problème. Et vous allez voir, il y a un maillage vraiment magnifique. Je vais tenter d'en passer un extrait un peu long, mais on est pressé par le temps, donc je vais juste faire un ou deux allers-retours entre l'île d'Ouessant et l'autre île. Entre ces images magnifiques des femmes qui attendent au bord de la mer, et puis les autres qui sont coincés sur leur petite île et qui vont peut-être y mourir. Et ce qui est très beau ici, c'est que, évidemment, en plus avec le noir et blanc qui creuse tout ça, on a l'impression que c'est le même espace. Il y a un truc un peu magique comme ça, c'est qu'on a l'impression presque qu'ils sont au même endroit, et en même temps, ce que figure ce montage alterné, c'est qu'il y a entre eux un gouffre qui est à la fois réel, c'est la situation géographique de l'Ouessant, mais en même temps, tout ça est gorgé évidemment de croyances primitives, tout ça est gorgé de magie. Alors, précision, je vous disais que c'était un grand théoricien, sans rentrer dans les détails, c'est quelqu'un qui désignait le cinéma magnifiquement comme l'outil du diable, mais pour en dire du bien, au sens où il voyait dans le cinéma un moyen complètement inédit d'une sorte d'empire magique sur la réalité, puisque, par exemple, typiquement, au cinéma, on peut contrôler le temps. On peut contrôler l'espace aussi. Mais en gros, le cinéaste, pour lui, c'est une sorte de mage noir, donc il s'est beaucoup amusé avec le ralenti, avec les durées, à expérimenter toutes sortes de choses. Et voilà, donc là, c'est une forme assez classique par rapport à ce qu'il a expérimenté, mais vous allez voir que l'usage du montage alterné
m'arrêter un moment, mais en gros, ce que je trouve vraiment très beau ici, c'est que, évidemment, il s'agit de figurer un écart, comme je disais, un gouffre de l'océan, qui est vraiment la force terrifiante des gens qui vivent sur les îles, et particulièrement à Ouessant. Et à la fois, ça produit des effets poétiques, évidemment, parce que les deux côtés du montage, on va dire, sont à la fois différents et très semblables. Il y a une vraie différence, c'est que d'un côté, il y a des hommes, de l'autre côté, il y a des femmes. Et donc, il y a une espèce de... Là, on sent qu'il commence à travailler, justement, cette espèce d'ambiguïté qui est souvent le propre du montage alterné. Quand je vous disais que c'est le montage alterné d'autant plus intéressant qu'il a l'air plus simple, c'est que, au fond, le montage alterné cherche souvent à faire la même chose que le montage parallèle. C'est-à-dire à produire des effets de sens, faire circuler quelque chose, en gros, faire que... Il faut toujours que ça déborde un peu d'un pan du montage sur l'autre. Mais tout ça de manière un peu, je ne vais pas dire clandestine, mais enfin, la règle, encore une fois, c'est une règle de continuité narrative. On est là pour suivre là, et discrètement, il y a des effets, il y a un dialogue. Voilà. Là, typiquement, il y a à la fois une rupture entre les deux espaces, mais il y a un dialogue constant. Je vais prendre un exemple d'ailleurs, parce que le prochain cinéaste auquel on va s'intéresser, c'est Fritz Lang. Et sur la question entre montage alterné et montage parallèle, il y a un truc qui m'a toujours frappé. Je ne sais pas si vous avez vu Fury, un film relativement célèbre de Fritz Lang, qui est son premier film américain. Très beau film sur le lynchage, s'il faut lui trouver un sujet. Donc sur un thème qui n'est pas très loin d'Aime le maudit, le maudit, c'est ce que je vais vous montrer. Et dans ce film américain, Fritz Lang fait quelque chose qui m'a toujours paru étonnant de sa part, quelque chose d'assez vulgaire en fait. Et en fait, ce qui cause cette relative vulgarité, c'est le choix d'un montage parallèle plutôt que d'un montage alterné. À un moment, il filme, je ne sais pas, il filme depuis longtemps, mais je ne crois pas me tromper, il filme des vieilles femmes qui cancanent, on disait, qui restent un peu comme ça. He tried to escape them. They captured him all right. Oh, now, Fanny, that isn't fair. Please, come on. Et juste après, il y a un bond sur des poules dans une cage. Et l'effet, alors évidemment, ça produit un petit rire comme ça, mais en fait, ce qui fait que ça marche pas très bien, c'est rare de dire ça à propos du cinéma de Lang, qui était quand même un immense cinéaste, c'est que justement, rien ne justifie narrativement l'apparition de ces poules. Donc ces poules, le spectateur les prend vraiment dans la figure comme une caricature un peu lourde de l'image qu'on vient de voir. Et je pense que l'effet aurait été complètement différent si, alors évidemment, il fallait qu'il trouve une excuse pour qu'il y ait un poignet dans un coin, mais s'il y avait une vraie continuité narrative, s'il y avait un rapport, parce que là, il y a vraiment c'est un montage purement expressif et qui est un peu bon, quelque chose d'un peu maladroit. J'ai envie de vous passer rapidement quand même un tout petit bout d'un autre film d'Epstein, à l'autre bout de sa carrière. Un film parlant, cette fois, parlant, grommelant un peu. On n'est pas à Ouessant, on est sur l'île Dieu, je crois, enfin on n'est pas très loin, en Bretagne. Donc c'est une sorte de condensé un petit peu ce qu'il a fait en Bretagne pendant les années 20-30. Ça s'appelle le Tempestère. On part du même motif. Alors, ce motif, encore une fois, c'est un motif ancien dans les légendes bretonnes, etc. Enfin, pas que les légendes d'ailleurs, mais dans les récits, dans les romans. C'est l'image des femmes qui attendent au bord de la mer face à ce gouffre qui les prive de leur homme. Bon. Sauf qu'en général, ces récits, évidemment, on ne faisait pas de montage alterné. C'est ce que le cinéma a introduit avec ça, c'est qu'on n'était que du côté des femmes, parfois que du côté des hommes. Et donc le Tempestère part du même genre d'histoire, c'est une jeune femme qui s'inquiète parce que son homme est parti en mer, et c'est un jour de tempête, naturellement. Mais là, il y a un troisième élément ici, et qui va provoquer du montage alterné aussi. C'est un vieux bonhomme qu'on appelle le Tempestère, parce que c'est le magicien des tempêtes, et il sait agir sur le vent. Une espèce de boule comme ça magique. Et évidemment, ce personnage, c'est une métaphore assez limpide du cinéma lui-même, l'outil du diable, comme disait, enfin, le cinéma du diable, comme disait Stein, puisque avec sa boule, il contrôle le temps. Donc en fait, ce qu'il va faire, à la demande de la jeune fille, pour sauver son ami, son amoureux d'un éventuel péril, c'est qu'il va contrôler le temps pour contrôler les vagues, contrôler le vent, pour contrôler les vagues, évidemment, et pour essayer d'éclaircir un peu l'horizon pour le personnage masculin. Et donc, là, ce qui est très beau, c'est que... Alors, je fais quand même une précision, parce que vous lirez partout qu'il adapte là une vieille légende bretonne, etc. Il se trouve que j'ai bossé un peu sur ce film, et je suis arrivé à la conclusion qu'il a totalement inventé cette histoire. Il n'y a aucune trace en Bretagne de cette légende-là. Et d'ailleurs, l'espèce de boule magique, etc., en fait, c'est juste, vous savez, les espèces de boules en verre qu'il y a sur les maisons de pêcheurs, là. Donc il a fait un outil magique pour son film, mais en partie pas grand-chose. Et donc, vous allez voir, là, on a
ce dialogue qui est le propre du montage alterné, sauf que le tempestaire contrôle l'autre côté du montage. Je vous montre un extrait court, c'est vraiment pour le plaisir de découvrir ça, parce que c'est un extrêmement beau film. Et en quelque sorte, par le biais du montage alterné, le pouvoir du tempestaire ici répare un peu quelque chose du sort des femmes dans le premier film, puisque dans le premier, le montage alterné signe vraiment une impuissance, ça signale vraiment une impuissance. On ne peut rien faire contre ce gouffre. Finalement, ils vont les sauver à la fin, mais au prix d'un courage extraordinaire et d'une lutte contre les vagues, le vent, etc. Donc, dans le premier, le montage alterné introduisait vraiment une rupture et donc une impuissance, on ne peut pas toucher l'autre côté. Le pouvoir magique du tempestaire ici, c'est précisément qu'il est capable de, et c'est un peu comme Buster Keaton, moi, passe par-dessus le montage alterné, et il intervient directement. Donc, vous voyez, c'est très beau et extrêmement précoce, ce genre d'expérimentation, de ralenti, de trucs à l'envers. Et encore une fois, c'est une sorte de vraiment d'extrapolation sur les pouvoirs du cinéaste. C'est un cinéaste, le tempestaire. Donc passons à Lang, avec un exemple un peu canonique de montage alterné. Canonique mais multiple, complexe, c'est M. le Maudit. Je pense que vous connaissez au moins de réputation, peut-être ce film, donc, grand film de Lang, film allemand, qu'on décrit souvent de manière un peu ennuyeuse en parlant de la République de Weimar. C'est une histoire comme tout le monde, c'est formidable, mais le film est surtout intéressant pour des raisons que Lang ne fera que creuser ensuite, c'est-à-dire nous rappeler qu'on est tous des monstres, qu'on est tous des meurtriers en puissance. Et le film, alors, je ne vais pas vous montrer évidemment, mais le film fait un usage très subtil du montage alterné, mais pour des objectifs divers et qui s'opposent parfois. L'usage peut-être le plus célèbre dans ce film où il s'agit de dresser un tableau assez sévère de cette République de Weimar et de montrer comment elle préparait probablement, malgré elle, enfin plus ou moins malgré elle, l'arrivée des nazis. Vous savez, dans ce film, pour traquer le tueur de petites filles, enfant, M, la police se lance à ses trousses, mais la pègre se lance à ses trousses aussi. Et évidemment, le montage alterné entre les réunions de la police et les réunions de la pègre, ici, vise une identité. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden. Ich bitte, sich dazu zu äußern, meine Herren.
Verschärfung der Passkontrolle, Durchsieben der ganzen Stadt, Razzien. Immer neue, immer schärfere Razzien. Il s'agit de montrer qu'au fond, ça revient au même. Au fond, c'est la même pulsion sociale, on va dire, qui passe de l'un à l'autre. Le film ne cesse de comparer comme ça, puisque le film est constamment en train d'interroger cette frontière entre l'homme, le monstre, qui est vraiment le monstre entre l'homme et le monstre. Question morale très, très propre au cinéma de Fritz Lang. Je vais plutôt vous montrer le début, qui est très célèbre lui-même, c'est-à-dire l'enlèvement d'une petite fille qui est montée en alternance avec la solitude de la mère de cette petite fille qui l'attend, parce que l'école est terminée. Elle l'attend et elle ne vient pas. Elle ne vient pas, mais le spectateur, lui, voit ce qui arrive à la petite fille. Et là, essayez de vous concentrer vraiment sur, évidemment, ce qui est le plus beau dans le montage, dans l'exercice du montage, ce sont les raccords. Parce que les raccords, donc, à chaque fois qu'on passe d'un côté du montage alterné à l'autre, les raccords, c'est par là que ça passe. C'est par là que ça circule, justement. Et vous allez voir, vous allez écouter, vous allez essayer d'écouter surtout, vous allez entendre, ça passe beaucoup par le son, bref, il y a tout un jeu d'écho, un jeu de vide et de plein, vous allez voir, qui se sert tout ça se sert du montage alterné pour figurer, pour le coup, l'écart et la séparation radicale, c'est-à-dire la mort de cet enfant, que Lang ne filme pas directement, qu'il ne va filmer que métaphoriquement, mais vraiment en faisant remonter une tension tragique assez insoutenable. C'est une très belle scène, mais très dure, parce que ce montage alterné va faire exister, c'est vraiment par là qu'elle existe, la mort de la fillette et la disparition de la fillette pour sa mère. La mère ne sait même pas encore que sa fille est morte, le spectateur le sait avant elle, mais tout le montage travaille justement à faire advenir cette absence, qui est celle de la mort de la fille, dans le quotidien de la mère, qui ignore encore qu'elle va mourir. Alors. Mal kannst du den Jans bieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wurden sie in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte. Macht er doch. Solange man sie singen hört, dann weiß man wenigstens, dass er noch da sitzt. Naja, hast du wieder recht. Juste en direct, pour gagner du temps, puis pour être clair, vous avez vu, là il y a un raccord qui est purement sonore entre les deux espaces. C'est-à-dire que soudain, quand on commence à faire exister l'autre espace,
qui est celui où, finalement, d'ailleurs, la mère est projetée en pensée, parce qu'elle attend que sa fille arrive. Ça passe à la fois par le son et par l'horloge. Le son et l'horloge donnent le sentiment à la mère que les deux espaces seront bientôt, enfin, vont se rejoindre bientôt. Donc il n'y a plus de séparation. Ce qu'elle ignore évidemment, c'est que la séparation va advenir et sera radicale. Vous remarquez aussi, Stéphane précisait que c'était son premier film parlant. C'est un film qui fait un usage remarquable du son. Et évidemment, comme dans n'importe quel film, mais là particulièrement, rien ne va de soi. Donc chaque son est choisi. Vous voyez, on n'entend pas du tout la circulation, par exemple. On n'entend que le ballon. On entend beaucoup le silence aussi. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Détail aussi qui a son importance, qui va plutôt rapprocher les deux espaces. La mère, quand on prend sur elle, elle est exactement dans la même position que le tueur dans le plan d'avant. Alors ça, c'est quelque chose qui va travailler souterrainement le film, enfin souterrainement, pas tant que ça, mais c'est un film dans lequel tout le monde est coupable. Donc c'est assez osé, mais il y a une sorte de rime entre le corps du tueur et le corps de la propre mère de la fille. Ist Elsie nicht mitgekommen? Nee, mit uns ist sie nicht mitgekommen. Vous voyez, là, pour le coup, la mère veille l'écart exactement comme les femmes de pêcheurs chez Epstein la veillaient aussi. Dankeschön. Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Augenblick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke, haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Elsie! Il y avait d'ailleurs ce plan assez célèbre sur la cage d'escalier qui vient soudain complètement abstraite, qui devient une sorte de piège, de dédale visuel comme ça. Elle a vraiment la fonction de l'espèce de zone tampon entre les deux espaces, justement. Et soudain, ça ne rime plus. Au début, les sons de l'intérieur de la maison, ça n'aurait pas pu dans les sons de la cloche de l'école qui sonne, etc. Cette fois, ça commence à plus communiquer. Elsie! 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 Et là, ce que Young commence à mettre en scène, c'est le vide, justement, qui est en train de s'installer entre les deux espaces. Elsie! Et le vide, c'est le dernier motif, vous allez voir. Ce qui est terrible dans la conclusion de cette scène, qui donc tient entièrement sur cette séquence qui tient entièrement sur le montage alterné, c'est que, vous voyez, pendant tout le long, la mère voudrait que, bon, je vais dire un peu de la mère tout à l'heure, mais qu'il n'y ait pas de montage alterné, il faudrait qu'il n'y ait qu'un espace. Et la conclusion qui est terrible, c'est que quand enfin les deux espaces se rejoignent, parce qu'il y a quelque chose qui communique entre les deux, ils se rejoignent autour du vide et de l'absence de la fillette. Vous voyez, on enchaîne entre le dernier plan d'un côté qui est le plan de l'assiette et de la chaise vide de l'enfant, qui n'est pas là pour dîner. Et quand on repasse de l'autre côté,
on a le ballon qui est tout seul parce que l'enfant n'est pas là non plus. L'enfant n'est plus là, l'enfant est morte. Et la fin de la scène, encore une fois, tient vraiment sur l'idée que le montage alterné a servi à fabriquer l'idée de ce vide entre les deux qui ne sera plus jamais résorbé. Alors, comme, bon, évidemment, ça c'était prévisible, j'ai trop d'extraits pour le temps imparti, je vous propose une chose, j'imagine que beaucoup ici ont vu Les Dents de la Mer. Ouais. Donc si j'évoque une scène célèbre, en plus celle du début, on peut faire sans l'extrait. Je juste montrer un tout petit bout de l'extrait, parce que c'est un morceau, c'est génial. Là, c'est un exemple qui visait... Alors, j'ai choisi Spielberg pour parler d'Hitchcock, on va dire. Mais le montage alterné, c'est aussi un très bon outil, très Hitchcockien, de direction de spectateur, pour utiliser le terme d'Hitchcock. Dans ce livre génial d'entretien, qui est très célèbre, d'entretien entre Hitchcock et Truffaut, il y a plusieurs passages qui parlent du montage, évidemment. Un cinéaste, c'est un cinéma de montage, beaucoup, Hitchcock, pas seulement, mais c'est beaucoup un cinéma de montage, pour une raison toute simple, c'est que c'est le principe du suspense. Le principe du suspense, ça passe beaucoup par des effets de montage. Étant donné que le suspense, c'est le spectateur sait quelque chose que le personnage ne sait pas, et voilà. Donc c'est toujours, vous voyez, c'est un écart, un retard, un rattrapage. Et je me souviens d'un truc que dit Hitchcock dans les entretiens avec Truffaut, il dit, je ne sais plus à propos duquel de ses films, mais pour dire à quel point on peut diriger complètement le spectateur et à quel point on peut en faire du spectateur le plus qui va s'imaginer être le plus vertueux moralement, on peut en faire un vrai salaud juste avec un montage alterné. L'exemple qu'il donne, c'est que ça ne vient pas d'un de ses films, c'est un exemple qui lui vient comme ça. Il dit par exemple, vous alternez des plans entre un type qui fouille dans le tiroir d'une femme, donc un geste répréhensible, immoral, et en alternance, vous montrez la femme qui est en train de rentrer chez elle. Quand vous faites ça, vous installez un suspense pour le spectateur qui fait qu'il va se mettre automatiquement du côté du criminel. Pourquoi ? Parce que dans l'alternance, le suspense se noue autour du fait qu'elle va rentrer, il va se faire coller. Alors même qu'on ne cautionne pas ce qu'il est en train de faire. Vous voyez ? Il y a une scène qui fonctionne un peu comme ça. Bon, je ne la montre pas, c'est pas exactement du montage alterné, mais enfin, c'est là où ça devient discutable le montage alterné. C'est quand on est dans le même espace et qu'on alterne, est-ce que c'est encore du montage alterné puisqu'on... Vous allez voir, avec Les Dents de la Mer, justement, c'est un peu compliqué. Mais je pensais à un exemple dans Match Point, vous avez peut-être vu ce film de Woody Allen, où il y a un effet très Hitchcockien comme ça, puisque quand bon, je vous les oreilles ceux qui n'ont pas vu, mais quand le personnage va tuer, avant de tuer celle qui n'a pas vu tuer, il va tuer une voisine, si vous vous souvenez, pour faire passer ça pour un crime crapuleux, et voilà. Et il se passe exactement ce que décrivait Hitchcock, c'est-à-dire quand il arrive chez la vieille dame, il n'a jamais tué personne, c'est un bon gars qui devient un monstre, a priori, voilà. Et donc il va tuer cette victime parfaitement innocente. Et il est chez elle, il arrive, il trouve une excuse, bon, elle lui fait confiance, elle va prendre ses médicaments dans une autre pièce, et là il y a une très courte alternance entre elle qui prend ses médicaments, qui ne se doute de rien, et lui qui est dans le salon, en train de galérer comme un diable pour assembler sa carabine. Et à partir de là, instinctivement, le spectateur, à mesure que le montage nous fait passer du plan sur lui qui n'y arrive pas, à elle qui a fini de prendre ses médicaments et qui va revenir, le spectateur, avec toute sa vertu morale, il a peur que le type se fasse gauler. It's in there. I have to take my medicine. There was no trouble before. I had it on and it was fine. Didn't you say your name was Harris? Et ça, c'est vraiment le nerf Hitchcockien du suspense et même, on va dire, du montage alterné. Donc, Les Dents de la Mer, je vous dis, est-ce que c'est toujours du montage alterné quand on est au même endroit ? Ben, c'est exactement la question que pose l'ouverture des Dents de la Mer. Donc, j'imagine que vous l'avez en tête si vous avez vu le film. Ça commence par un plan sous-marin, a priori un plan subjectif du requin, même s'il n'y a pas vraiment de requin dans le film. C'est, comme le titre français le dit, c'est la mer qui monte déjà. Enfin, c'est la mer. Sans rentrer dans les détails, c'est le traumatisme d'enfance, puisque le héros est quelqu'un qui a été traumatisé par une noyade enfant. On peut considérer que tout le film, c'est vraiment une sorte de cauchemar du personnage de Roy Scheider,
à partir de ce traumatisme de noyade d'enfant. Bref. Donc vous avez d'abord ce plan sous l'eau, ensuite, ce plan sous l'eau, ensuite on se retrouve sur le rivage avec la bande de jeunes hippies qui fait la fête et qui voilà. Et là on est vraiment dans le principe hitchcockien du suspense, puisque en nous montrant la première scène, en fait, l'information que Spielberg donne aux spectateurs, c'est que là où les jeunes qui s'amusent sur la plage pensent qu'il n'y a qu'un monde, le leur, en vérité il y en a deux. De l'autre côté du rivage, de l'autre côté de cette frontière, c'est vraiment les règles de base du fantastique, il y a une frontière et un autre monde, il y a un autre monde, c'est ce que nous a appris la première séquence, le monde du monstre, le monde du requin. Donc les personnages ignorent ça. Alors, là où c'est un exemple limite, c'est que on ne fait pas des allers-retours entre la plage et sous l'eau. On va bel et bien revenir sous l'eau, évidemment, quand le requin va attaquer. Parce que là, c'est la règle du film. On passe sous l'eau, on a une vision subjective. Le thème de John Williams accélère et il croque la victime. Bon. Mais je vais m'attarder sur un point en détail parce que... Enfin, un point de détail, mais qui, comme souvent, c'est plus intéressant. Quand la fille est attaquée, vous vous souvenez, en fait, elle court et elle a fait lui courir après un jeune homme qui est très charmé mais qui est complètement saoul et qui n'arrive pas à se déshabiller, qui n'arrive pas à se foutre à l'eau alors qu'elle, elle a déjà nagé loin. Et lui, c'est sa chance, évidemment, il est trop saoul, donc du coup il ne va pas se faire manger. Et là, on peut considérer que c'est un montage alterné. Pourquoi ? Parce que cette frontière que représente le rivage, le montage entre les plans sur la fille et les plans sur le gars qui est resté à terre, qui est resté sur le sable, en fait, la mécanique qui se met en place, elle consiste vraiment à nous dire, elle n'est pas à 30 mètres, elle a basculé dans une autre dimension, elle est dans un autre monde. Je vous montre un tout petit morceau, et vous allez essayer de me dire si vous percevez quelque chose qu'évidemment on ne perçoit pas quand on découvre le film, parce que c'est le propre de la direction de spectateur, on triche, on ruse avec le spectateur. Il y a une ruse là, il y a une ruse très efficace pour nous donner le sentiment que, encore une fois, ce sont deux mondes complètement disjoints. I can swim. Just can't walk or dress myself. Come on in the water! Take it easy. Take it easy. Pas bien, mais dans le plan milieu, vous avez compris que c'est le jeune homme sur la plage qui s'est endormi. Voilà. Il y a un truc qui vous semble bizarre ou pas ? En termes de logique pure, en termes réalistes, il y a quelque chose qui n'est absolument pas réaliste. Parce qu'en fait, Spielberg triche pour nous. Non ? Non, la lumière, ça peut s'expliquer simplement par une question d'angle. C'est le crépuscule. Alors, évidemment, c'est très symbolique aussi, parce que Spielberg filme l'océan comme une nuit, au sens vraiment d'une nuit gothique, c'est le territoire du monstre, donc c'est la nuit. Donc c'est pas pour rien que la scène se passe au crépuscule. Évidemment, le basculement entre le monde de l'homme et le monde du monstre, se fait appeler, c'est aussi le basculement du jour à la nuit. Bon. Mais c'est pas ça. Il y a une proposition ici ? Non ? Ok. Ouais. Exactement. Quand on passe du côté du garçon, qui est pourtant effectivement à 30 mètres, on n'entend plus la fille crier. Ça n'a aucun sens en termes logiques. On devrait l'entendre crier. Quand on est à côté de lui, elle n'est pas allée se baigner à 3 km. Elle est là, elle n'est pas loin. Et elle crie vraiment de tous ses poumons, donc il n'y a aucune raison qu'il ne l'entende pas.
La ruse ici, qui est géniale, c'est que le sentiment qu'on donne au spectateur, mais à l'inconscient du spectateur d'une certaine manière, c'est qu'elle est plus au même endroit. Donc le sentiment d'impuissance que j'évoquais tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on creuse avec cette alternance, c'est une impuissance qui est radicale, puisque alors même qu'elle était censée être à côté, en fait on l'entend plus, elle est déjà plus là. Elle a basculé dans une autre dimension. Je vous montre un autre très court exemple dans le même film, de montage alterné, mais qui là au contraire, vous voyez, on bascule toujours de l'une à l'autre des possibilités, qui là au contraire va fabriquer de l'identité. Je vous disais, le personnage de Brody, il a un traumatisme d'enfance, il a peur de l'eau. C'est un flic qui a été nommé shérif sur une île, c'est pas de bol, et sur une île en plus où il y a un requin. Bon, mais le requin, comme je le disais, c'est vraiment le visage de la phobie de l'eau qu'a le personnage, quoi. Et donc cette phobie, elle va se matérialiser, si vous vous souvenez du film, évidemment il y a une scène de mort d'enfant qui est terrible à regarder. Et en fait tout le film, toutes les attaques de requins, quasiment, on peut les considérer comme une sorte d'extrapolation cauchemardesque d'une peur de père. Il a peur pour son fils. C'est pas pour rien que le gamin qui se fait manger par le requin a exactement le même âge que son fils aîné. En fait, attends, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer ce qu'il y a après, mais je vais vous la décrire. Peut-être vous vous souvenez de cette scène. Le soir de la mort de l'enfant au matelas jaune, on dit, on se sentit coupable parce qu'en plus il savait qu'il y avait un requin, vous vous souvenez de l'histoire. Il est dans son bureau, chez lui, alors vraiment cerné par la mer, parce qu'on voit la mer par toutes les fenêtres, c'est le principe, il est vraiment cerné par le territoire du monstre, on va dire. Et il est très inquiet, évidemment, il est en train de feuilleter un livre, il documente sur les requins. Sa femme arrive, elle essaie de le détendre un peu, parce qu'il a une dure journée. Et soudain, il lui demande, mais où sont les enfants? Elle lui dit, ils sont là, ils sont dans la barque, dans le bateau que tu as acheté à l'aîné pour son anniversaire. Et donc, évidemment, il a un sursaut, il hurle pour que les gamins rentrent, parce que voilà, sa femme lui dit, calme-toi, c'est pas, regarde, le bateau est accroché au ponton. Qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Ils sont pas en pleine mer. Donc là, la mer, sans vraiment le vouloir, ziote un peu le bouquin dans lequel on voit un requin dévorer une barque, évidemment, c'est à son tour, et les gamins rentrent. But I want him to read the boating regulations, the rules, you know, before he goes out on his own. Michael! Did you hear your father? Out of the water now! Now! Ce que j'ai pas précisé qui est important, c'est que cette scène est montée en alternance avec une autre scène. En parallèle, il y a deux pêcheurs du dimanche, appâtés par la promesse de rançon, en quelque sorte que la mère de l'enfant tué a promis à qui amènerait le cadavre du requin. Un des deux a piqué le gigot que sa femme avait prévu pour le dimanche, l'a harponné autour d'une espèce de grande chaîne comme ça, et ils s'installent tous les deux sur un ponton. Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast. Come and get it! It's taking it right out. Can't we go home? He's taking it! He's taking it! Hey! Hey, go! 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 Ça, sur le ponton, le requin mord à l'hameçon, sauf que le requin est très fort, il emporte le ponton. Un des deux personnages tombe à l'eau. Ça se joue vraiment à quelques secondes, le personnage a failli se faire manger. Vous voyez bien ce qui se passe là dans ce montage alterné. L'intérêt du montage alterné, c'est pas de nous dire, voyez, si on reprend la définition de tout à l'heure, c'est pas de nous dire, ça n'a aucun intérêt de dire qu'en même temps, il y a cette scène ordinaire, un temps de peur de parents et tout ça, et puis ces deux pêcheurs qui se font avoir par le requin. Ce qui est intéressant évidemment, c'est la rime avec le ponton. C'est qu'en somme, ce qui arrive aux deux pêcheurs, aux deux pêcheurs qui se font attaquer par le requin, avec le ponton qui se casse, bah évidemment c'est ce qui risquerait d'arriver au fils de Brody qui lui-même est accroché à un ponton, enfin est sur un bateau qui est accroché à un ponton. Tiens, je vais vous montrer deux extraits, je pense, mais un extrait très court d'un film fantastique magnifique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cat People, La Féline, Jack Turner. C'est une scène extrêmement célèbre qui est citée souvent pour
on va dire, quand on se penche sur la grammaire du cinéma fantastique, et surtout d'un fantastique très suggestif, puisque Turner, pour résumer un peu grossièrement, mais connu pour ça, pour avoir inventé une manière de... d'ailleurs, ce que fera Spielberg avec Les Dents de la Mer, hein, pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour des avaries techniques. Enfin, des avaries techniques. Turner, ils n'avaient pas d'argent pour filmer vraiment... c'est comme ça qu'on raconte Minelli dans un film qui s'appelle Les Ensorcelés, où il rejoint un peu cette scène. Pas d'argent pour mettre en scène la métamorphose d'une femme en panthère, puisque c'est ça le sujet. Et donc tout ça va être relégué dans l'ombre, dans le hors-champ. Et en fait, c'est une série d'indices qui vont nous dire, en fait, là, elle se transforme. Et à la fin, l'idée, c'est qu'on a l'impression de l'avoir vu se transformer alors qu'on n'a jamais rien vu. Je vous passe une scène très courte, mais qui est remarquable, qui est d'une pureté impressionnante, qui est une scène de poursuite, justement, on y revient, entre deux femmes. Celle qui est poursuivie, et qui au départ ne sait pas qu'on la poursuit, mais qui vient de s'en rendre compte. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros, c'est une femme qui courtise le mari de celle qui la poursuit. Scène de rivalité féminine, sauf que celle qui poursuit, en vertu d'une vieille légende serbe de son village natal, elle risque de se transformer en panthère tueuse si elle a un peu trop d'émotion. Évidemment, la jalousie, c'est une émotion un peu forte. Donc, la scène commence, elle va être très courte. Scène de poursuite entre ces deux femmes. Et à un moment, on ne le voit pas, mais toute la mise en scène nous dit, elle se transforme en panthère. Et vous allez voir, ce qui est magnifique, c'est que ça, c'est vraiment le sens de l'épure de Turner, parmi d'autres, c'est que on pourrait s'attendre à ce que fabriquer la peur, ça soit à un moment rajouter quelque chose. Or, il va travailler exclusivement sur le principe du montage alterné, c'est-à-dire, il nous montre les pas d'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre. Donc en fait, on est dans un processus où le montage alterné fabrique de l'identité. C'est la même chose. C'est pour que je vous explique tout avant, mais comme ça vous verrez bien l'extrait. Ce qui fabrique de l'identité, vous allez entendre, c'est le bruit des escarpins qui claquent par terre. Parce qu'elles portent toutes les deux des escarpins. Donc il y en a une qui passe, puis la deuxième qui passe, tout se ressemble. Et puis soudain, il n'y a plus le bruit des escarpins pour la deuxième. Évidemment, le réflexe du spectateur devant un film dans lequel on lui promet qu'une femme va se transformer en panthère, c'est qu'à la place des escarpins, il y a des, façon dit, des coussinets pour une panthère, c'est un peu ridicule, mais enfin, bon, vous avez déjà vu un chat, quoi. Ça fait moins de bruit, des escarpins. You cold? A cat just walked over my grave. Don't you want me to walk you home? No, thanks. I'm a big girl now, and I'm not afraid. Oh, good night. Good night. J'interromps juste avant un truc que les gens qui connaissent le film connaissent, mais qui va nous emmener ailleurs, donc c'est une sorte de bus, on peut ça si vous voyez le film. Vous avez vu, c'est vraiment magnifique parce que ça tient sur trois forêts, en fait ça tient vraiment sur ces deux pôles établis par le montage alterné, c'est l'identité ou la différence. En gros, le montage alterné, ça va figurer de l'identité. C'est la même chose, ce sont deux femmes, ce sont des escarpins, ça fait le même bruit, ce sont les mêmes. Soudain, il manque le deuxième terme. Donc soudain, c'est plus l'identité, c'est la différence. Donc il y a un monstre, donc on a peur. Alors, j'ai un dernier extrait auquel je tiens parce que c'est un immense cinéaste que j'adore, c'est Maurice Pialat. Et puis on ne pense pas forcément à lui, alors pour le coup, il figure un peu, j'allais dire complexe, c'est pas forcément très complexe le montage alterné, mais ça ressemble pas à Pialat, quoi. Pialat, c'est tellement brut et dans les
dans le vif des choses, que c'est pas quelqu'un qui construit beaucoup, il n'y a pas de flashback chez Piala, une exception, on en parlait, mais voilà. C'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'arabesques narratives comme ça. Et pourtant, il y a un exemple de montage alterné absolument déchirant dans son cinéma, qui est magnifique, c'est très court, c'est la fin de À nos amours. J'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir vu, ce film. La fin de À nos amours, si vous vous souvenez, c'est une dernière rencontre entre père et fille. Donc Maurice Pialat lui-même qui joue le père, Sandrine Bonner évidemment qui joue la fille. Et pendant tout le film, il y a quelque chose de très beau, c'est que, au fond, la misère du père, enfin la misère de la fille ressemble à la misère du père. Ils ont le même problème, ils ont la même mélancolie. Elle, c'est vraiment une petite Piala en fille, c'est-à-dire elle est hantée par la disparition des premières fois. C'est un thème très Piala, mais il y a un truc qui est frappant, dans nos amours, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais c'est typiquement le genre de film, c'est un film sur une jeune adolescente. 90% des films sur ce sujet-là tournent autour de la première fois. La fois où la jeune fille couche avec un garçon. À nos amours, quand le film commence, on nous explique que la première fois est déjà derrière elle, elle n'en a aucun souvenir, elle s'en fout. Donc ça commence comme ça avec ce truc un peu dur, et en même temps elle est obsédée par ça, par l'idée que... en fait c'est la mélancolie, quoi. Ils ont la même mélancolie. Le temps passe. Et lui, dans le scénario tel qu'il l'avait écrit, son personnage devait mourir. Ça, vous savez peut-être la fameuse scène très violente autour de la table à la fin où le père arrive et agonie, tous les amis de la fille, les critiques péteux, les machins. En fait, dans cette scène-là, pour l'anecdote qui est un peu connue, pour les acteurs qui jouent cette scène-là, selon le scénario, le personnage du père n'est plus vivant, il est mort dans l'histoire. Et Piala a improvisé ça, il a pris le parti de débarquer en costume, et donc d'imposer à tous les autres qui étaient tétanisés parce qu'ils savaient qu'il fallait jouer, mais ils s'attendaient à tout sauf à ça, c'est littéralement un fantôme, quoi. Il arrive et il les oblige à jouer cette scène. Bon. Tout en se vengeant au passage de... Parce qu'évidemment, le critique en question est un vrai critique qui a dit du mal d'un de ses films une fois, donc c'est lui qui s'en prend en particulier. Enfin, tout ça, c'est la petite soupe burlesque de Piala, c'est pas le sujet, mais à la toute fin du film, donc, la fille qui entre-temps s'est mariée, puis qui est trop... Encore une fois, qui est toute à sa misère et qui peut aimer personne, et elle le dit d'ailleurs, j'ai peur d'avoir le cœur sec. Elle part avec un autre, elle vient de se marier, elle part avec un autre, elle part aux États-Unis, elle va vivre à San Diego, par là, bref, côte ouest. Et le père l'accompagne à l'aéroport, ils n'étaient pas vus depuis longtemps. Et c'est une scène qui dit combien ils s'aiment tous les deux, malgré toute la violence qu'il y a eu dans le film, etc. Et il n'emmène pas jusqu'au bout. Il y a cette réplique qui est très belle et très dure. Je ne sais plus comment il le dit, mais en gros, c'est un truc qui dit « je vais mourir ». Et dans ce film où il a renoncé à cet élément de scénario qui était la mort de son personnage, il le fait mourir quand même par la grâce du montage alterné, vous allez voir. Moi, quand j'étais jeune, pour aller à Trouville, c'était toute une affaire. On allait à la mer qu'une fois par an, on en rêvait toute l'année. Maintenant, toi, tu vas comme ça, le Pacifique. Ouais. C'est quelque chose, hein. Adrien m'a dit que l'hiver, au mois de janvier, on voit passer des bancs de baleines de la côte, on les voit comme ça, à vue d'œil. Ça doit être super. San Diego, c'est chouette aussi, il paraît. C'est le premier port américain de guerre. Il y en a des marins là, tu vas en voir des uniformes, toi qui aimes ça. Tu pars avec qui? Avec Michel. Ah, celui qui a un grand nez? Ouais. Pourquoi tu t'es mariée? Et Jean-Pierre, dans tout ça, qu'est-ce qui devient? T'es pas aimante, hein, tu n'arriveras jamais à aimer quelqu'un. Quand t'étais toute petite, je te voyais là, t'étais tellement mignonne, je croyais qu'on allait t'enlever. Pourtant, c'était ridicule de penser ça, tu vois. Tu attends qu'on t'aime, tu crois aimer, et puis en fait, tu attends seulement qu'on t'aime. Bah, c'est tout le monde comme ça. Oh, sûrement pas. Ben si. Oh non, il y a des gens qui sont capables d'aimer. Oh, pas beaucoup en tout cas. Ah oui? Mais t'es pas dans le bon lot pour l'instant. Enfin. Tu devrais rester là-bas, ça te ferait du bien. T'as qu'à pas revenir. J'irai te voir de temps en temps. Je suis pas encore fini. Alors, mademoiselle Suzanne, on va nous oublier? Non, mais... Parce que... Non, c'est pas l'oubli, non. Et tu pars en voyage jeunesse avec un autre? Bah pourquoi tu fais pas comme moi? Ah bon? Ah, embrasse-moi. C'est la première fois que tu me repousses pas. Non, c'est la seconde. Tu te souviens? Reste là-bas, je te dis. Quand on était jeune avec ta mère, on a voulu partir au Canada.
Je sais pas pourquoi on n'est pas parti. Je serais peut-être pas née alors. Ben peut-être. Regarde ça, ta valise, là, faut vraiment... Tu la prends avec toi parce Ouais. que si tu l'as enregistrée, il faudrait la ficeler, hein. Non, mais je la garde avec moi. Allez, au revoir. Je vais pas aller plus loin. Dépêche-toi. C'est toujours troublant de découvrir que chez un cinéaste comme Piala aussi, il y a des trucs. Ah, il y a des trucs. Bon, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus et ça fait bizarre par rapport à d'habitude. Si vous avez jamais vu Piala, c'est la seule scène que vous verrez jamais chez lui qui est doublée. Parce qu'il y avait trop de bruit dans le bus, ils ont été obligés de la doubler après, mais bon. Et c'est pas ça l'intéressant ici, c'est que vous voyez l'échange très émouvant entre le père et sa fille, quand même hanté par l'idée que le père, sans en parler explicitement, parle de sa mort. Je vais pas aller plus loin, enfin bon, ça résonne un peu comme ça, surtout quand on a vu le reste du film. En fait, leur dialogue se poursuit une fois qu'ils sont séparés, par le montage alterné. Vous voyez, on alterne entre elle qui regarde, en plus c'est troublant parce qu'elle regarde par le hublot, on a l'impression qu'elle le regarde directement, lui il est dans le bus. Qu'est-ce qui me fait dire que ce montage alterné les fait dialoguer? C'est que la tricherie elle vient sur le son. C'est qu'à partir du moment où on a ce montage alterné, les deux sons sont confondus et on a un seul et même ronronnement qui est aussi bien celui de l'avion que celui du bus, donc qui sont au même endroit d'une certaine manière. Et il y a cette alternance, et soudain, là où pour la deuxième fois on aurait dû retrouver dans la place de ce montage alterné le visage du père, eh ben, il y a du noir parce que le bus est passé sous un tunnel. Et quand on revient sur elle, elle ne regarde plus rien, elle regarde du noir. Donc ce que fabrique le montage ici, c'est de manière beaucoup plus délicate que si on l'avait annoncé dans le film, c'est l'idée de sa mort, c'est l'idée de la mort du père. Je termine avec ce qui va lancer le film aussi, parce que, désolé, vous allez voir 2 fois de suite l'introduction, c'est très court, ça dure 2 minutes, parce que le plus beau montage alterné du film, c'est l'ouverture du film, qui est vraiment un moment que je trouve magnifique. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous disais, bon, les histoires, les scénarios, c'est vraiment le plus intéressant au cinéma, surtout un film comme Point Break, où l'histoire est banale, et cette ouverture en est la preuve, c'est que tout ce que le film va dire, il le dit en 2 minutes, en utilisant un montage alterné. Puisque tout ce qu'il va dire pendant le film, sans rien vous dévoiler, mais encore une fois c'est un archétype, c'est que entre ces deux extrêmes, le flic et le voyou, en fait ça se ressemble, et puis en fait le flic va s'attacher au voyou, et puis bon, vous allez voir tout ça. Et du coup l'ouverture du film, c'est un montage alterné, entre d'un côté le flic qui termine sa formation de flic, qui s'entraîne et qui tire sur des cibles, et de l'autre côté du montage alterné, un surfeur, sans visage, enfin bon, bon, je vous vends, il n'y a pas un gros suspense là-dessus. Bon, c'est des surfeurs. C'est un peu le sujet du film. Donc, en tout cas, c'est l'antagoniste. Et donc, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre ces deux personnages qui ne se côtoient pas encore, qui ne se connaissent pas, mais que l'histoire va réunir. Donc, pour l'instant, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est surprenant pour Piala, la tricherie et tout, mais en fait, quand on se penche un peu sur Piala, on se rend compte que son cinéma est plein de fantômes. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui passent comme ça de manière nébuleuse. Pour eux, c'est exactement ce qui se passe à la fin de Nos Amours. On a l'impression que c'est rien, c'est un type dans un bus, une fille dans un avion, c'est plein de fantômes. Ça, vous voyez, ça communique pas par les esprits entre les deux. Et là, c'est pareil. Ils se connaissent pas encore, mais en fait, le dialogue est déjà entamé entre eux. Et vous allez voir, c'est un montage alterné qui, là, a priori, a plutôt vocation à les distinguer au début du film. Donc, il s'agit de montrer combien ils sont différents. Et en même temps, en nous montrant ici combien ils sont différents, on éclaire par avance le désir que le flic va avoir de ressembler au voyou surfeur. D'accord? Donc je vais voir la scène, j'en dis juste un tout petit mot après, et puis je vous laisse enfin tranquille avec Point Break.
Pizza! Good job! Très vite, mais vous voyez, au début du film, il s'agit de montrer comme les personnages sont différents. Ils ont des rapports au monde parfaitement opposés. Il y en a un qui a donc le flic qui a un rapport au monde qui est tout en choc, en ligne droite, en coup, il se jette contre l'environnement. L'autre fait corps avec l'environnement, sur la vague. Donc il y en a un qui est tout en ligne, tout en coup, l'autre qui est tout en courbe, qui est beaucoup plus onctueux, et surtout qui ne fait qu'un avec l'environnement, et puis qui ne fait qu'un avec lui-même, puisque quand on le voit, c'est un corps sans visage, mais c'est un corps, tandis que du côté de Keanu Reeves, vous voyez, c'est vraiment, il est beaucoup plus morcelé. Donc on est dans un monde beaucoup plus violent, beaucoup plus dans l'affrontement, etc. Ce qui va le séduire un peu, sans vous en dire trop, évidemment, c'est cet autre rapport au monde. Donc on pourrait avoir l'impression que la seule vertu, c'est déjà pas mal, de ce montage alterné, c'est de comparer deux rapports au monde complètement différents, et voilà. Mais en fait, sachant qu'à ce moment-là, ils ne se connaissent pas encore, ce montage alterné va un tout petit peu plus loin. Il nous dit déjà qui va être dans l'emprise de l'autre. Est-ce que vous avez pigé comment? Pas pigé, pardon. Est-ce que vous avez une intuition de... Là aussi, il faut regarder ce qui circule entre les deux côtés du montage alterné. Il y a quelque chose qui passe. Et pourtant, c'est une opposition ferme, hein, c'est deux mondes complètement différents. Il y a quelque chose qui passe, c'est quoi? Ouais. C'est l'eau, et d'une manière spécifique. Du côté du flic, il pleut. Du côté de l'autre, et là c'est vraiment un jeu de montage. À chaque fois qu'il longe une vague comme ça, et donc qu'il projette de l'eau, quand on repasse du côté du flic, exactement, il se prend l'eau sur la figure. Donc d'une certaine manière, le flic est déjà en quelque sorte pris dans la vague du surfeur. Je voulais voir comment le film va développer à partir de là, mais je pense que ça méritait bien d'avoir deux fois cette belle introduction. Je vous remercie, pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Jérôme Momcilovic. Et très bon film à vous.